Alors, on continue avec la dernière émission que j'ai animée avec Brigitte Lahaye. Cette fois-ci, nous allons discuter de la place du tiers. Alors, pour une fois, je vais vous demander d'être un petit peu plus attentif que d'habitude. Il va y avoir un témoignage. Essayez d'entendre à chaque fois que le tiers est nommé, de qui il s'agit et la place qu'on lui donne. Je vous donnerai mon avis tout de suite après. C'est difficile de se faire un véritable avis sur une interview qui dure quelques minutes. Mais quand même, ça va nous donner des pistes et puis ça me permettra de vous donner l'information que j'ai envie de vous donner. On écoute Brigitte Lahaye, enfin on nous écoute, et puis on se retrouve tout de suite après. Marie, on vous écoute, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour faire part de mon témoignage concernant on va dire plutôt des violences psychologiques que j'ai subies il y a maintenant, il y a maintenant un peu plus de 2 ans et que j'ai subi pendant une dizaine d'années avec mon ex-conjoint. C'est plus pour que d'autres femmes ou d'autres hommes, bien sûr, prennent conscience de cela. J'ai été avec quelqu'un pendant une dizaine d'années. Et au départ, tout était beau, tout était rose. J'étais la plus belle à ses yeux, etc. Et petit à petit, en fait, il y a eu la décadence entre le fait que j'ai reçu des réflexions vestimentaires. Ça a commencé par mon style vestimentaire, où cette personne trouvait que j'avais souvent des décolletés et que du coup, si je portais des décolletés, c'était sûrement parce que j'avais envie de plaire à autrui. Puis ça a continué sur le fait que... Mais vous faisiez des scènes de jalousie ? Oui, il me faisait des scènes de jalousie en me disant tu vas voir qui, t'as besoin de porter ça pour y aller. C'était des choses comme ça, ou si je voulais sortir au musée avec une amie, c'était vous allez rejoindre des mecs. C'était tout le temps des questionnaires, des suppositions qui fait que je me sentais toujours obligée de me justifier. Puis au bout d'un moment, en fait, ça n'allait jamais. Ce qui est intéressant aussi à signaler, Jean-Charles Bouchou, c'est que les personnes qui ont une jalousie un peu pathologique, en général, ça se décèle pas tout de suite au début de la relation. Il y a toujours un temps de latence. Ouais, il y a une chose un des mécanismes de défense pervers narcissique qui est intéressant de comprendre, c'est l'identification projective. Donc nous avons vu le déni, nous avons vu tout à l'heure le clivage. Dans le clivage, on peut dire d'un côté, je suis la bonne personne, on avait dit le bon Dr Jekyll, de l'autre côté, je vais mettre le négatif de ce que je pourrais penser de moi, et je le projette sur l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est anormalement jaloux, certainement, est-ce qu'il a un fantasme conscient ou inconscient, parce que ça ne veut pas dire qu'il passera à l'acte, d'être infidèle. Et c'est sa propre infidélité qu'il projette sur l'autre. Parce que sauf si c'est vraiment justifié, ça peut arriver, il n'y a aucune raison qu'on soit jaloux de sa compagne ou de son compagnon. C'est pas normal. C'est pas normal et ça cache quelque chose de nous. Alors je dis ça parce que c'est intéressant pour les personnes qui le subissent de remplacer le tu par je. C'est-à-dire, je n'ai pas confiance en toi, remplacez-les par tu ne devrais pas avoir confiance en moi ou je n'ai pas confiance en moi. Vous voyez ? Et en effet, oui, ce que vous dites, je l'ai remarqué après avoir quitté cette personne parce que, je me suis rendu compte que je pouvais jamais être heureuse avec cette personne parce que à chaque fois, rien n'allait en fait. Dans tout ce que je faisais, je mettais en place des changements qu'il me demandait, mais au final, ça n'allait jamais. Et lors du moment où je l'ai quitté, c'est à partir de là où il a raconté à tout son entourage que je le trompais et qu'il me sortait de l'évers du nez pour être sûr que je n'avais pas rencontré quelqu'un. Non, il a dit que je le trompais, pardon, excusez-moi. Mais du coup, il a tout transformé et du coup, je suis venue à me dire, mais en fait, s'il m'accuse de ça, c'est que c'est sûrement lui qui l'a fait. Donc voilà, mais ça a été des réflexions constantes. Si par exemple je rendais des services à des personnes de mon entourage, j'avais des réflexions parce que j'avais rendu des services à ces personnes et pas à lui, alors que c'était à lui de passer d'abord. J'ai eu du chantage affectif lors de la séparation sur le fait qu'il casserait notre véhicule auquel on était encore attaché par un crédit. Là on voit vraiment quelqu'un de très immature dans ce que vous racontez. Oui, et puis qui jouait énormément sur la peur. C'est ça qui était dingue parce que j'étais encore sous emprise. Donc des fois, je me disais, mais est-ce qu'il me dit c'est vrai? Donc moi, j'étais dans une sensation de panique constante. Enfin, j'ai perdu énormément de poids, je dormais plus. Vous aviez ce qu'on entend souvent, la peur chaque fois qu'il rentrait. Oui, peur au ventre. Oui. J'avais cette appréhension. Je me disais toujours, ça y est, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais avoir comme réflexion? Sur quoi il va m'embrouiller?
Et du coup, on n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien faire. Mais c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. C'est-à-dire que si vous voulez manipuler les gens et leur faire faire ce que vous voulez, ou les obliger à se taire, vous installez un climat de peur. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un virus, on va exagérer le nombre de morts. S'il fait trop chaud, on va exagérer. On va dire voilà, nous sommes en guerre, ou la bête arrive. J'ai entendu. Vous avez entendu ça? Non, mais je vois très bien de quoi vous parlez. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Ou c'est fini la période de l'abondance. Voilà, on fait peur, on crée un climat de peur. Et une fois que le climat de peur est installé, les personnes n'arrivent plus à réfléchir et sont pris comme un lapin dans les phares d'une voiture et n'arrivent pas à se sauver. Et c'est comme ça que Marie, vous restez 10 ans avec quelqu'un, c'est tout simplement parce qu'il a installé un climat de peur. C'est ça. Et à vous êtes pétrifié, Oui, à cette heure-ci, j'en suis heureuse parce que j'ai réussi à en sortir. J'ai été la chance. Ça a été quoi le déclic justement qui vous aide à en sortir? Le déclic, c'était vraiment déjà, j'ai eu un enfant avec cette personne et en fait, j'ai toujours eu l'espoir que ça change, mais je me suis rendu compte que non et que je ne serais jamais heureuse avec cette personne. Et je me disais qu'on n'a qu'une vie et que c'était pas pour être toujours dans des embrouilles qui sont pas de moi. Certes, mais il a fallu du temps pour que vous réalisiez ça. Il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas eu un moment un peu où vous avez eu peur pour votre enfant ou... Si, il y a eu une fois où il donnait à manger à notre enfant et il avait 10 mois et en fait il s'est énervé et il l'a secoué dans son transat. Et là, ça a été un moment où vraiment je me suis dit que c'était pas possible. Et j'ai encore attendu un petit peu parce que j'avais du mal à prendre ce courage à deux mains. Oui. Mais vous voyez, c'est souvent ça. C'est-à-dire, on est tellement sous hypnose qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on subit. Mais quand on voit quelqu'un qu'on aime, donc là, en l'occurrence votre enfant, qui peut subir aussi quelque chose de violent, là... il y a quelque chose quand même qui... Ouais, c'est la place du tiers. C'est-à-dire que dans ce type de relation, c'est comme s'il y avait une relation fusionnelle, à deux on ne fait qu'un, et donc je suis le bon Dr Jekyll, tu es le mauvais Mr Hyde, on l'a déjà vu, identification projective, à cause de toi tout va mal, et il n'y a pas de tiers, ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et l'enfant va venir jouer le rôle du tiers à un moment donné, et c'est lui, si vous voulez, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais on le comprend dans le regard de l'enfant. Faire attention, parce que l'enfant, il n'est pas là pour ça. Hein. C'est-à-dire que tant mieux que vous ayez réussi à prendre conscience, tant mieux que vous ayez réussi à en sortir, mais à un moment donné, il faut sortir aussi l'enfant de ce rôle de tiers, c'est pas sa place. Bien sûr. Après, j'avais eu d'autres, on va dire, signes qui me mettaient sur l'envie de le quitter. C'est à partir du moment où il a commencé à critiquer une de mes meilleures amies en disant qu'elle profitait de moi, alors que c'était une personne que je connaissais de très très longtemps et que je savais que ce n'était pas le cas, et que je me disais mais en fait il essaie de m'enfermer, que je rompe le contact avec certaines personnes, et je me suis dit mais ça on peut pas dans ma tête je me disais on peut pas me manipuler sur ça, et donc ça c'était avant d'avoir mon enfant. Mais ça, c'est la technique de faire le vide autour de vous. Hein, si quelqu'un est un peu trop proche et compte un peu trop pour vous, il faut en effet... Là encore, c'est la place du tiers. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on vous critique, vous, Marie, vous dites rien, vous laissez faire, mais à partir du moment où on critique votre enfant, ou on critique votre ami, ou qu'on met votre enfant en danger, à ce moment-là, vous réagissez. Ce qu'il faut que vous arriviez à redevenir le centre, le cœur de votre propre histoire. C'est vous le sujet, c'est vous qui êtes important. Et on n'a pas le droit de mal vous parler à vous, ni à vos amis, ni à vos enfants, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais c'est vous en premier. Oui, mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Ouais. C'est raison de plus pour que ça change, Marie. Si ça a toujours été comme ça, il est temps que ça change. Est-ce que j'ai le temps, moi, de vous poser une petite devinette pour changer un peu? Oui, bien sûr, Jean-Charles. Vous êtes dans un avion, il y a une dépressurisation, donc l'oxygène va bientôt manquer, et des masques à oxygène tombent. Vous avez à côté de vous votre enfant, votre mari, votre meilleur ami. À qui est-ce que vous mettez le masque en premier? C'est à mon enfant. C'est pas la bonne réponse. Je suis désolé. C'est vous qui devez prendre le masque à oxygène, parce que le temps où vous mettiez le masque à votre enfant, vous allez tomber dans les pommes. C'est vous le sujet de base. Et une fois qu'effectivement vous avez mis votre masque à oxygène, vous pouvez alimenter votre enfant, votre mari et votre ami. Mais vous d'abord, c'est vous le sujet. Oui, c'est vrai. Comment on peut aider l'autre si soi-même on va pas bien, Marie? Justement,
Je ne sais pas, si, depuis, je sais que j'ai mis des choses en place, je fais un suivi thérapeutique, mais en effet, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte que pour aller mais c'est vraiment important que vous compreniez, parce que je vous sens d'avoir envie d'aimer les autres et d'aider les autres, donc aidez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, et comme ça, vous pourrez faire de très très belles choses toutes les années qui vous restent à vivre. En effet. Excusez-moi, je suis... Mais tant mieux, je me suis ravie de vous avoir touché au cœur. En tout cas, est-ce que je peux juste faire passer un message pour toutes les personnes qui peuvent être dans cette situation-là? C'est surtout par rapport à mon vécu, c'est des personnes qui sont confrontées à ce genre de personnages-là, qu'ils organisent leur fuite en secret avec leurs proches, des personnes. Oui. Parce que sinon, ils ont toujours un train d'avance sur nous. Voilà, c'est ça. Oui, il faut absolument. Et vraiment que ce soit caché et des personnes de confiance. Et le jour où vous quittez le même logement, vous vous assurez pour en une journée prendre tout ce qui vous appartient, sinon vous ne retrouverez jamais rien. Vous avez raison, oui, je suppose que vous parlez de ce que vous avez vécu, évidemment. Voilà. C'est vraiment un conseil essentiel. Ces personnes-là sont capables du pire, donc il faut tout faire en secret et préparer son départ sans leur dire et le préparer en amont et avec des personnes de confiance, absolument. Voilà. Je vous embrasse, Marie. Bon courage. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. On fait une petite pause et puis on continue. N'hésitez pas, c'est vos témoignages qui ouvrent les yeux à tous ceux qui sont peut-être dans des situations où ils subissent des violences qui, pour l'instant, leur semblent invisibles. Alors souvent, dans des interviews, moi j'aime bien choquer un peu. Je dis, un conjoint, ça ne sert à rien. Enfin, sauf s'il est plombier. Et souvent je dis, un enfant ne sert à rien. Et ça, je me souviens, y compris une éditrice l'avait très mal pris. Elle m'a dit, non, mais comment tu peux dire ça? Un enfant, ça sert à rien. Dès que vous donnez une fonction à l'enfant, vous lui faites porter quelque chose sur les épaules. Là, dans l'interview, on aurait pu penser, je ne suis pas certain, il faudrait que je discute plus avec la personne, on aurait pu penser que, entre autres fonctions, l'enfant était là pour réconcilier le couple. La dame dit, je ne m'entendais pas bien avec lui, puis nous avons eu un enfant, et je pensais qu'avec la présence de l'enfant, ça allait s'arranger. Mais les enfants ne servent pas à arranger les couples. Vous avez des enfants qui sont là pour s'occuper des parents quand ils seront vieux. Vous avez des enfants qui sont là, effectivement, pour ressouder les couples. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Je ne sais même pas s'il n'existe pas un adage qui conseille, passer 40 ans, fais un nouvel enfant à ta femme, comme ça, elle sera obligée de rester. Là, l'enfant est celui qui est sommé Non, un enfant ne sert à rien, et moins il sert à quelque chose, mieux c'est. Donc là, en l'occurrence, il prend la place du tiers. C'est-à-dire que la dame, c'est pour ça que je raconte l'histoire de l'avion, la dame est incapable de penser « on me parle mal, ça n'est pas normal, donc je m'en vais ». Elle ne partira que le jour où elle va se faire du souci pour son enfant. Une autre personne qui est prise pour tiers est la meilleure amie. Elle dit « quand il a commencé à critiquer ma meilleure amie, j'ai compris que c'était terminé ». Non mais attendez, ça veut dire que si le monsieur lui parlait mal à elle et qu'il ne mettait pas l'enfant en danger et qu'il ne critiquait pas la meilleure amie, peut-être serait-elle restée. Donc, il nous faut accepter, quand je dis vous êtes le centre de votre monde, je le dis assez souvent dans les interviews, c'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est que se protéger soi-même, c'est-à-dire si la dame commence par se protéger soi-même, c'est protéger les autres. C'est-à-dire que parce qu'elle va se protéger elle, naturellement, automatiquement, elle va protéger son enfant sans même s'en apercevoir. Naturellement, automatiquement, elle va protéger ses amis. C'est pas le but. Vraiment, prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde. C'est prendre soin des autres. Donc je vous laisse réfléchir à cette idée, la place du tiers, et comprendre que nous devons arriver à fonctionner sans tiers. C'est-à-dire que nous devons arriver à nous centrer sur nous-mêmes, à nous reconnecter entre nous et nous. C'est pour ça que je fais souvent des blagues au sujet de penser à vous hydrater, parce que penser à vous hydrater veut dire que vous n'êtes pas connecté à vous-même. Vous avez soif et vous ne le savez pas. On attend que quelqu'un d'autre vienne nous le dire. Ben là, dans l'interview qu'on vient d'écouter, c'est flagrant. La dame ne peut prendre la décision de partir qu'à partir du moment où un tiers est concrétisé, au travers de son enfant, au travers de son ami. Voilà. On en reste là pour cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, pensez à vous abonner, enfin comme d'habitude, appuyez sur une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.